Je ne peux pas vous dire combien je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi, pendant quelques minutes. Et cela fait quelques jours que je réfléchis beaucoup à ce moment, en me disant, mais de quoi vais-je parler? Qu'est-ce que je vais dire? On m'avait dit, il faut faire un pitch. Un pitch, je ne sais plus comment tu l'avais qualifié. Mais... Inspirant. Ah voilà, inspirant, évidemment. Évidemment, c'est l'expression désormais consacrée. Et j'avais pas mal d'idées à l'esprit et ça bouillonnait dans ma tête. Et au fond, j'hésitais, pour ce pitch inspirant, à être sur le mode combatif ou bien à être plutôt sur le mode positif, on progresse, tout va bien. Alors je vais certainement vous dire quelques mots qui relèvent de tous ces registres-là. Je vais le faire d'une part en félicitant, d'autre part en témoignant et enfin en alertant. Félicitant, c'est simple. Je crois qu'on ne dira jamais assez merci à Tatiana et à Natacha quand elles ont eu cette idée géniale de Jamais sans elles et de ce lancement sur les réseaux sociaux. Parce que, en agissant ainsi, en ayant cette inspiration, vous avez remis au goût du jour le fait que le féminisme est un humanisme, comme vous le rappelez toutes les deux souvent, ce qui veut dire d'ailleurs, il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Ça veut dire que ne pas faire attention à l'égalité, à l'équité entre l'homme et la femme, entre le jeune homme et la jeune femme, c'est tout simplement une forme de racisme. Donc vous avez réussi quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est efficace. Merci aussi à toutes celles et ceux qui, comme on dit là aussi aujourd'hui, qui, dans la foulée de cet élan, et comme Isabelle, Séverine, Daphné viennent de le témoigner, s'engagent derrière cette filiation et mettent au point différents dispositifs pour lutter contre les discriminations et les mauvais traitements, tout simplement. Bravo, c'est très important. Je vous ai dit que j'étais là pour témoigner, parce que finalement, mon parcours peut donner le sentiment que ça y est, on a gagné, nous sommes quand même dans le siècle de la conquête féminine et modestement, je fais partie de celles qui pourraient dire « mais oui, j'ai réussi, j'ai été élue présidente du MEDEF dans ce milieu terriblement masculin ». Mais je vais vous raconter un petit peu plus que ça. D'abord, quand j'ai été élue, j'insiste, c'était une élection, donc il y avait un débat, un processus démocratique, plusieurs candidats, et tous les autres candidats étaient des hommes. Je me souviens très bien, le soir de mon élection, il y en a plus d'un qui se frottait les yeux. Ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver. Et ils étaient un peu perturbés. Bon, vous allez me dire, c'était en 2005, ça fait déjà longtemps. L'eau a coulé sous les ponts. Je ne sais pas. Je vais vous raconter quelques étapes significatives de mes 2 mandats à la présidence du MEDEF. Quelques années après mon élection, enfin très peu de temps, quelques mois après mon élection, à vrai dire, j'ai tout de suite mis sur la table la question des quotas dans les conseils d'administration. Je me souviendrai toujours, comme si c'était hier, d'un jeune dirigeant, à l'époque d'une entreprise du CAC 40 et qui faisait partie de la nouvelle génération, qui m'a dit « oui, elle est bonne ton idée, mais on ne trouvera pas de femmes ». Ça, je l'entends toujours, dans tous les milieux,
dans tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux hiérarchiques. Et si je reviens sur ce moment-là, il m'en a fallu des heures et des heures et des heures d'argumentation, utilisant beaucoup les enjeux d'image, parce que les enjeux plus rationnels, ils avaient du mal à les admettre, pour que finalement, dans la soft law à l'époque, le principe soit acquis. Je dois dire que j'ai trouvé assez amusant qu'ensuite, ce fut un homme, Jean-François Copé, qui, en transférant ce principe de la soft law dans la hard law, c'est-à-dire dans la loi, a emporté la mise, le crédit de cette victoire. Et puis, quelques années plus tard, toujours en réfléchissant à cette situation profondément inéquitable entre l'homme et la femme, je me suis demandé, mais quel pourrait être le levier structurant qui pourrait, à la longue, rétablir non seulement profondément, durablement, mais aussi sincèrement l'égalité entre l'homme et la femme. Et c'est là que, après avoir lu beaucoup de travaux de l'INED, de l'INSEE, j'ai pensé que le congé paternité obligatoire était peut-être le premier des leviers. Et j'ai été la première personne publique, et à l'époque présidente du MEDEF, à dire qu'il fallait rendre le congé paternité obligatoire, car à cette condition-là, il y avait vraiment une égalité qui pouvait s'instaurer, et dans la vie professionnelle et dans la vie de foyer, de famille, qui pouvait s'instaurer au début de la constitution d'un foyer. Il a fallu des années et des années après que je prenne la parole sur le sujet pour qu'on commence à travailler sur cette question, mais évidemment en la prenant un peu à l'envers et en confondant le congé paternité avec le congé parentalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant, mais il y a une nuance et qui n'est pas négligeable. Tout ça pour vous dire qu'il faut pousser très 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 fort, avec beaucoup de ténacité, beaucoup de stratégie aussi, de ruse parfois, pour faire avancer. Mais il ne faut jamais, jamais lâcher. Et c'est pour ça que je voudrais terminer par l'alerte, l'alarme. On croit souvent que l'essentiel est acquis. Nos grands-mères ont fait le boulot essentiel, l'égalité de vote, l'égalité politique, puis nos mères, et puis vous, les jeunes générations, formidable, ce que vous faites sur l'intelligence artificielle, c'est essentiel. La loi est là, les textes sont là. Donc on se dit, bon, ça va. Et vous, les jeunes étudiants, les jeunes étudiantes, vous allez certainement pouvoir progresser avec peut-être pas plus de facilité, mais dans un environnement plus équitable que ce que nous avons connu. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que je ne suis pas certaine que les choses soient gagnées. D'abord, même dans un pays comme le nôtre, où l'arsenal législatif, judiciaire, et aussi de pression générale ambiante, notamment par les réseaux sociaux et avec des engagements comme celui de Jamais sans elle, tous ces dispositifs sont très solides, très étayés. On se dit que ça devrait suffire. Non. La misogynie est là. Le machisme est là, d'une manière très sournoise parfois, d'une manière détournée, d'une manière indirecte.
d'une manière tacite. C'est un silence, une non-réponse à une question que vous posez. C'est un prétexte au fait que vous, qui méritiez cet avancement, cette promotion, vous ne le tenez pas. Il y a toujours un argumentaire qui vous fait croire que, finalement, ce n'est pas de votre faute, il y a autre chose. Mais la vraie vérité derrière tout cela, c'est que c'est souvent la misogynie qui est là. Et à vous, les jeunes hommes qui êtes aussi dans cet amphithéâtre, vous êtes aussi concernés. On me dit que parfois, les hommes éprouvent un certain ressentiment face aux conquêtes féministes de ces dernières décennies. Si jamais vous éprouvez parfois ce ressentiment, attention, c'est l'expression d'un racisme, ce ressentiment. Je suis certaine que vous qui êtes dans cet amphithéâtre, vous n'êtes pas dans cette logique-là. Mais vous devez vous dire que participer à une nouvelle société qui éliminera le machisme, la misogynie, ça sera enfin l'avènement d'une société véritablement moderne. Véritablement moderne. Je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui dans la modernité. Avez-vous lu les témoignages de ces soldates israéliennes qui étaient en charge de la surveillance de la frontière avec Gaza et qui ont dit qu'elles avaient signalé plusieurs fois l'alerte, qu'elles voyaient des mouvements inhabituels. Que disent-elles? Qu'elles n'ont pas été entendues parce que c'était des femmes. Il n'y a pas un exemple plus dramatique que celui-là pour ouvrir les yeux. Alors oui, aujourd'hui, il y a en France 3 femmes dirigeantes du CAC 40, 3 sur 40. Oui, en France, on a une femme première ministre. C'est génial. Quel que soit son sentiment politique, sa préférence politique, c'est formidable en soi. Mais vous voyez bien quand même que le débat politique est encore incroyablement masculinisé. Et les façons dont on peut être traité, nous les femmes, sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement indigne. Donc moi, je m'adresse aujourd'hui à tous les jeunes hommes qui sont ici dans cet amphithéâtre. Et bravo à Jamais sans elle de savoir les faire venir ici. Mais construisez la société vraiment moderne. On en a besoin. Pour terminer, je voudrais vous dire que dans les métiers aujourd'hui, c'est vrai que les accès sont possibles dans tout secteur d'activité, qu'on soit un jeune homme ou une jeune femme. Mais le parcours dans ces métiers, il ne peut se faire qu'avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup d'audace et beaucoup de lucidité. C'est à cette lucidité que j'ai voulu faire appel devant vous aujourd'hui et j'espère que ça résonnera en vous et j'espère que, du coup, vous ferez de merveilleux parcours professionnels. Bonne chance à vous tous. Merci. Merci beaucoup, Et vive Jamais sans elle.